On est donc parti pour la revue de mon EDC que j'ai utilisé particulièrement lors de la saison estivale à moto. Donc j'ai essayé de me limiter un maximum et de faire au plus léger afin de garder un maximum de mobilité, malheureusement au détriment de la capacité d'emport. Je ne vais pas m'étaler sur le principe de l'EDC, je l'ai suffisamment fait dans les vidéos précédentes que je vous invite pour le coup à consulter si vous vous posez des questions. J'ai à mon sens largement détaillé le sujet, c'est pour ça que je préfère rentrer ici directement dans le vif du sujet avec les différents items qui constituent mon EDC actuel. On commence donc avec le système d'emport, un sac bandoulière. L'avantage avec les sling bags, c'est l'effet bascule qui permet d'accéder à l'équipement facilement et rapidement et permet également une utilisation stable à une main. En dehors du petit litrage que propose ce sac habituellement, ça reste mon type d'emport préféré en EDC. C'est Chrome Industries qui propose ce mini cadet, à savoir que la marque est née d'une envie de faire des sacs Messenger renforcés. Pour la petite histoire, en 1995, ils ont eu l'idée de fixer une ceinture de sécurité auto avec la boucle de fixation à la place de la bandoulière d'un Messenger classique de l'époque, en se disant que si ces dernières, en parlant des ceintures de sécurité automobile, pouvaient sauver des vies, elles devraient être suffisamment solides pour leur sac. C'est donc leur marque de fabrique, la plupart de leurs sacs en sont équipés. Sur ce mini cadet, justement, on ne retrouvera pas cette boucle, donc la sangle ne s'ouvre pas. Cela dit, on a une efficace boucle de réglage, ainsi qu'un moyen de rattraper l'excédent de sangle, ça rentre bien dans le design, ainsi qu'un petit élastique de plaquage de sangle pour un sans faute de ce côté-là. Pour rester sur la sangle de portage, ici un moyen intelligent d'ajouter des pochettes de rangement supplémentaires, que ce soit pour votre smartphone, pour ranger un multitool ou pour fixer des objets directement. C'est super pratique et pour le coup vraiment sécurisé et très simple à utiliser puisque c'est juste du velcro, donc rien de compliqué. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de la part de Chrome Industries, c'est simple et efficace. Pour le coup, c'est un gros plus que je trouve à cette sacoche. Pour les caractéristiques techniques, on est sur une petite capacité de 5 litres, fabrication en nylon 1050 deniers pour les modèles classiques, et pour cette édition spéciale, on est sur une toile en X-Grid et du nylon renforcé pour la base de la sacoche. Des sangles de compression avec bande réfléchissante. Elles vous permettent également le transport d'éléments sur l'extérieur, une veste, un parapluie. Perso, j'ai l'habitude d'y mettre un trépied ou une petite gourde quand je sais que je vais pas mal marcher. Les fermetures, c'est du traditionnel YKK avec une glissière inversée sur le compartiment principal pour une meilleure résistance aux averses. Alors, c'est pas une sacoche étanche, mais on va dire que c'est résistant à l'eau. Donc, si ça drache un peu, vous aurez pas de soucis. Perso, je l'ai utilisé sous la pluie en moto. J'ai jamais eu l'intérieur vraiment trempé. Tout ça pour 350 grammes. Au niveau de l'organisation interne et des rangements, vous allez découvrir tout ça tout au long de la vidéo. Rien d'exceptionnel de ce côté-là, mais vous allez voir en fin de vidéo qu'il y a des petits ajouts bien sympas qui m'ont fait vraiment plaisir. À savoir que niveau tarif de base, on est sur une centaine d'euros, mais très facilement trouvable à quasi moitié prix. Et pour vous donner mon avis, après quelques mois d'utilisation, c'est très solide. Par exemple, les coutures au niveau des bretelles, vous pouvez voir qu'elles sont vraiment bien renforcées. On a des belles finitions. C'est vraiment pratique à utiliser au quotidien. Perso, j'aime beaucoup. En plus, un look discret et on voit que la marque a vraiment bien étudié la question des sacoches. Selon leur histoire, ils ont quand même pas mal de bouteilles dans le domaine. Dernière précision, cette sacoche a deux grandes sœurs. Donc l'AKD, c'est le même système mais plus grand, avec par contre pour le coup la sangle qui a fait connaître la marque. Et on a également la KD Max sortie récemment qui est encore plus grande que la KD et qui se rapproche plus d'un Messenger dans le format. Sur la face avant, donc on va avoir une poche qui contient habituellement mon smartphone, une pièce plus que maîtresse de nos EDC actuels. J'y ai ajouté pour ma part un protège-écran qui évite les regards indiscrets grâce à une teinte spéciale. Donc les personnes autour de vous ne pourront pas voir ce qui se passe sur votre écran. Ça protège des reflets également. En moto, ça peut servir. Toujours en rapport avec le smartphone ici accroché à la sacoche, vous avez des écouteurs sans fil, toujours chez Samsung. Intéressant, bien entendu, pour avoir les mains libres. On avait déjà parlé de cet intérêt, notamment pour les prises en charge, premiers secours, ou pour éviter la convoitise en fonction du lieu dans lequel vous allez vous trouver. Ensuite, on ouvre le compartiment principal avec le plus gros volume dans lequel se trouve mon kit trauma, qui est le plus gros module de cette EDC, qu'il m'arrive parfois de fixer sur la bretelle de portage, soit pour libérer de la place dans la sacoche, soit quand la situation pourrait le demander en fonction des risques. C'est l'ami de chez Norseman Resilience qui fait ces kits. Je vais vous en parler en détail dans une vidéo qui viendra après celle-ci, afin que vous puissiez découvrir ce qu'il propose en option pour vos EDC. Vous allez voir, il y a des choses vraiment intéressantes. C'est du fabriqué en France. Honnêtement, c'est de la qualité. Au moindre souci, vous aurez un excellent SAV et c'est pas cher, notamment pour ce modèle. On est sur une quinzaine d'euros pour ce Pocket Kit dont le fonctionnement est très simple. Panneau velcro ici pour vos patchs. On tire la bande pour avoir accès
Au contenu, rapidement, perso, j'ai mis de quoi gérer des hémorragies sévères. Donc, un wound clot pour le packing, des hémorragies non stoppables avec le garrot. Ça peut arriver au niveau de l'aisselle, au niveau de l'aine. Également de la gauze classique qui, en combinaison avec le Swatchy, peut faire d'excellents compressifs. C'est d'ailleurs, à mon sens, la meilleure utilisation que vous pourrez faire du Swatchy. Mais il en a plusieurs autres, comme l'utiliser en tant que garrot, à condition, selon moi, que ce soit sur une courte période, car très peu efficace après la barre des 15 minutes. Mais ça peut le faire si vous êtes face à une hémorragie non contrôlable avec une sérieuse compression directe. Vous pouvez l'utiliser comme garrot en attendant les secours qui arriveront très souvent sous la barre des 15 minutes. Alors de base, je précise quand même que je suis pour prendre des garrots dits classiques, mais le Swatchy a l'avantage de la taille et excelle en tant que compressif. Le format garrot, c'est vraiment pour moi en dernier recours. Là, il va être plus présent pour ses autres utilisations. On retrouve bien entendu une paire de gants, une couverture et un coupe-ceinture modifié par mes soins pour qu'il soit plus compact afin d'alléger le kit. Un outil qui permet d'ôter des vêtements gênants rapidement ou de couper des sangles ou liens sans perdre de temps. Intéressant également quand on l'a sous la main pour couper de la gaze ou le Swatchy dans le cas où vous voudriez faire plusieurs compressifs. Donc très compact comme vous l'avez constaté, nickel pour les EDC réduits, ça passe également très bien dans une poche cargo au besoin. Ensuite, que serait un EDC sans un couteau? Ces derniers mois, j'ai beaucoup utilisé le Spyderco MacBee designé par Jonathan McNeese sur la base de son modèle Killer Bee, d'où le nom du couteau, vous l'aurez deviné. Toujours une excellente manufacture chez Spyderco, on est rarement déçu. On est donc sur un petit format de 5,7 cm fermé pour 48 grammes, un manche en titane ajouré avec un joli rendu sur les vis comme vous pouvez le voir et à d'autres endroits. Le clip est de base de couleur acier, j'ai tenté de lui donner un effet stonewash pour coller au reste du couteau. Vous pouvez le voir, une fois clippé, on a pas mal de matière qui ressort. Perso, je préfère quand même le port en profondeur, je trouve ça plus discret et classe. Ici, un passant pour lanière, pour une fois, j'en ai mis une avec une petite perle en titane. Ça améliore un peu la prise en main sur ces petits modèles et ça facilite la sortie de la sacoche. On ouvre la lame, ici une petite cavité pour atteindre le spider hole. Le système de blocage est un frame lock qui fonctionne parfaitement. Ici, une petite garde qui améliore cette prise en main sur 2 doigts. Prise en main agréable. Rien n'est gênant, ni le clip, ni d'éventuelles arêtes saillantes. La lame est en acier CTS XHP, offrant une très bonne tenue de coupe et une bonne résistance à la corrosion. De toute façon, je pense que l'on peut faire confiance à Spyderco pour le choix de ces aciers. Pour ma part, j'ai pas eu à reprendre le tranchant depuis sa réception et ça coupe encore nickel. Donc j'ai une bonne confiance en cet acier. Une lame de type Wharncliffe, typiquement le style de lame qui en fait un excellent cutter. Son arrondi sur le dos de la lame améliore d'ailleurs ce type d'utilisation. La longueur du tranchant est de 3,8 cm et 3 mm d'épaisseur de lame. C'est un couteau qui est agréable à utiliser au quotidien. Il a l'avantage d'être compact et léger, donc pas du tout encombrant, que ce soit dans la poche ou la sacoche. Mais son prix d'environ 200 € me ralentit personnellement dans des utilisations plus poussées. Par exemple, j'ai utilisé la dernière fois pour essayer de replacer une cosse de batterie et je l'ai de suite abîmé. Et honnêtement, à ce prix-là, c'est embêtant. On lui préférera plus une utilisation de type gentleman, si je puis me permettre, comme vous pouvez le voir sur les images d'illustration. Également clippé à cet endroit, ma lampe de poche. C'est la Pineapple Mini de chez Raylight. Un magnifique design et une utilisation ultra simple dans un petit gabarit de 9 cm de long pour 32 grammes. Un corps en titane, finition stonewash. J'ai également fait la finition sur le clip. Sinon, il était de couleur chrome, hein, comme avec le Spyderco. Ça tranchait trop, j'aimais pas du tout. Pour ceux qui voudraient faire des effets stonewash comme ça maison, c'est assez simple. Il suffit de tremper la pièce dans du chlorure ferrique de 30 secondes à 1 minute en fonction de l'aspect sombre que vous allez vouloir avoir. Et ensuite, bien rincer la pièce avant de la brasser au milieu de petits gravats. Perso, je trouve que c'est assez bien ressorti. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc pour le test lumineux, ça va être plus simple en extérieur finalement. Juste petite précision pour la Raylight. Donc vous avez ici un petit emplacement pour une barre en tritium que je n'ai pas, mais qui peut être, ça peut être intéressant pour customiser la lampe. Donc le fonctionnement, c'est simple. On appuie une première fois, on a le mode le plus bas et après c'est des demi-clics pour avoir les modes suivants. Donc de base, on va avoir le mode clair de lune comme je l'ai dit. Ensuite, on va avoir le mode plus haut et le mode maximum annoncé entre 250 et 360 lumens. J'ai pas réussi à avoir exactement le lumen exact du mode maximum. Cela dit, en comparaison avec les autres lampes que j'avais sous la main, notamment la Streamlight et InnoLight, la Streamlight pour elle est vraiment annoncée à 250 lumens. La Streamlight éclaire beaucoup mieux que le mode max de la Raylight ici présent. Donc j'ai un doute sur les 250 lumens. Je dirais plus dans les 200 lumens, sachant que ici on est avec la Q de base, donc elle
devrait développer sa puissance maximum. On va voir quand même ce que ça donne un peu dehors. Voilà, en extérieur, en pleine nuit, ça fait le taf quand même. Si on cherche quelque chose, on peut voir quand même, ça suffit en EDC. Si vous avez quelque chose à chercher, si vous avez un chemin à suivre, etc. en pleine nuit. Avec 8 demi-clics, vous activez un mode de type SOS dans lequel vous pouvez régler la lampe comme désactiver le mode clair de lune qui est le mode le plus bas de base ou activer le mode mémoire car encore une fois de base lorsque vous éteignez votre lampe, elle se rallume sur le mode le plus bas donc le mode clair de lune. C'est pas super pratique de l'avoir au premier clic celui-là. Par exemple moi à l'allumage je l'ai réglé sur l'intensité qui me convient. Si cette lampe vous intéresse bien sûr vous avez un manuel qui vous expliquera clairement comment la régler mais c'est relativement simple. Alors cette Pineapple Mini fonctionne avec une LED qui est entre le blanc et le chaud. Si l'accu est déchargé et que vous n'avez pas de quoi le recharger, elle fonctionne avec des AAA classiques. Par contre, ça va pas lui permettre d'atteindre sa puissance maximale, mais ça fonctionne vraiment nickel. Donc de base, bien sûr, vous avez un accu qui est rechargeable. Par contre, c'est pas rechargeable directement dans la lampe, je tiens à le préciser. Petite touche esthétique de la marque Relight, on va voir dans le réflecteur des parties luminescentes. Comme vous pouvez le voir. Mon avis sur cette lampe est là où elle m'a vraiment étonné, c'est sa capacité à rester froide. Habituellement, sur des modèles de ce gabarit avec une telle puissance, à plein régime, je peux vous dire que ça chauffe vraiment très vite. J'en ai testé pas mal des lampes. Et là, non, elle reste relativement froide. Peut-être que c'est dû à son corps en titane. En tout cas, ça m'a vraiment étonné. Perso, j'aime beaucoup les lampes tubes en EDC citadin. Ça offre une bonne prise en main. On peut les tenir facilement, par exemple, avec la bouche pour se libérer les mains. Accessoirement, ça peut faire office d'outil d'impact, si pas le choix. Donc, de base, on est d'accord, c'est le type de modèle qui me plaît. Et en plus, j'aime beaucoup ce design un peu plus classe, on va dire, que ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà pour ma lampe de base. Bien entendu, je vous laisse les liens en description pour chacun de ces EDC s'ils vous intéressent. C'est une lampe qui va être plus chère que la moyenne de ce type, mais le corps est un véritable titane. Ensuite, on va avoir le module outillage de cette EDC contenu dans un Zip Pouch Pro par Alpaca Gear. Un bon système d'organisation pour son matos. Certains s'en servent comme portefeuille car il y a un système de blocage RFID. Là, on est sur une version X-Pack grise avec un intérieur en nylon ripstop orange. Alpaca Gear propose vraiment un large choix de pouch, de systèmes d'emport et d'outils EDC. C'est australien et on est sur des produits de qualité. L'objet principal de ce kit est le Gerber Armbar Drive. Il offre 7 fonctions différentes selon la marque. Donc une lame sécurisé par un liner lock. C'est le seul outil qui va être sécurisé sur ce multitool. Une lame que j'ai modifiée en scie, comme vous pouvez le voir. Premièrement, car j'ai toujours un couteau sur moi et même souvent en backup, on le verra. Et deuxièmement, car une scie me sera largement plus utile dans un module outillage. Perso, si je devais mettre une lame dans un multitool, ce serait avant tout une scie. Elle peut faire ce qu'un couteau fait, mais pas inversement. Par exemple, il m'est arrivé de me retrouver dans une situation où je n'avais que mon EDC sous la main pour couper une portion de tuyau PVC. Et ben avec un couteau, c'est une véritable misère. Surtout quand le tuyau est fixé. Avec le couteau, on arrache tout. C'est impossible de faire quelque chose de précis. Donc oui, aussi dans les multitools, avant même les couteaux. Pareil pour les décapsuleurs, vous pouvez pas savoir comme ça me gonfle d'en voir de partout. Dès qu'ils peuvent en placer un sur un multitool, sur un couteau, on en retrouve. Donc là, par exemple, au lieu de nous mettre un décapsuleur, ils auraient pu faire un vrai socle solide avec lequel on aurait vraiment pu faire de la percussion sans craindre de péter le mécanisme. Mais non, ils continuent avec ces normes pourries de nous mettre des décapsuleurs de partout, sachant que on est bien d'accord, décapsuler une bouteille, c'est pas compliqué. Et que souvent les décapsuleurs sont tellement mal placés sur les outils qu'on va se défoncer la main avant même d'en avoir eu besoin, ne serait-ce qu'une fois. Bref, cette partie fonctionne pour taper, vous pouvez le voir en test. Est-ce que ça va rester fonctionnel dans le temps? Je suis pas sûr, puisqu'ils ont tenté de faire également un mini pied de biche qui, soit dit en passant, n'est absolument pas fonctionnel puisque c'est trop arrondi sur cette partie. Et attention à ne pas l'amincir, sinon ça pourrait devenir dangereux lors d'utilisation du reste des outils. Donc au lieu de faire 3 utilisations de ce pommeau, Gerber aurait selon moi mieux fait de faire seulement un système de marteau. Ça aurait été bien plus utile sur ce multitool. Bon, le reste de ce armbar est par contre très bien. Les tournevis s'utilisent facilement car la tige est longue. Ça permet plus de précision. Ensuite, on va avoir un poinçon qui est pour le coup efficace même s'il n'est pas sécurisé. De quoi épargner la pointe de son couteau pour percer, peu importe la matière, notamment sur de la tôle, ça fonctionne sans problème. Dernier outil, le ciseau. Pareil, on est sur quelque chose d'efficace, une bonne taille, une bonne prise en main. C'est pas souvent le cas dans les multitools. Ici, un système pour fixer un clip. Alors, beaucoup se plaignent de l'absence de système de fixation. Donc, ils ont prévu d'en mettre. Malheureusement, la marque n'en propose pas. Donc, il y a quand même des particuliers qui en ont fabriqué avec des imprimantes 3D et qui les proposent sur Etsy. Perso, j'en ai pas besoin. Je trouve même dommage de venir gêner la prise en main de l'outil avec un clip. Perso, mon armbar reste dans sa petite pochette. Donc, aucun intérêt pour moi. Cela dit, un thumb stud aurait été intéressant pour déployer la lame plus facilement, même si c'est pas non plus très compliqué. Eh bien, il s'avère que la personne qui a pensé
fixé aux clés a également fait des petits thumb studs. Ce que j'aime avec ce armbar, bien qu'il ait des défauts, c'est l'efficacité de ces outils et leur facilité d'accès. Forcément, en complément, on va avoir une petite pince Knipex. Alors, je préfère avoir une pince séparée du reste des outils, car ça permet entre autres de pouvoir fixer par exemple un boulon pendant que l'on dévisse de l'autre côté. On a également un meilleur diamètre par rapport aux pinces multitool classiques et ce combo est plus léger que les multitools. Par exemple, par rapport à mon Wave, on a pris de 150 grammes d'au moins. Enfin, un mini pied de biche, toujours par Gerber, qui fait également arrache-clou. Ici, on a un tournevis Philippe qui va être intéressant pour les toutes petites vis, donc pas mal en complément du armbar. Par contre, même remarque que précédemment, de base, ils avaient foutu un décapsuleur. Non, mais là, honnêtement, on n'en peut plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils comprennent que ça sert à rien, ça? Bon, là, pour le coup, je l'ai fait sauter car, allez, à la limite, ça sert à rien, ok. Mais quand en plus, ça t'arrache la main quand tu te sers de l'outil principal, non, mais là, vraiment, c'est plus possible. Sérieux, je m'adresse à toutes les marques. Arrêtez avec ces putains de décapsuleurs à la... Ouais, ça m'énerve un peu. Bref, un bon petit pry bar pour faire levier efficacement. Ça a son importance en EDC pour éviter notamment d'abîmer encore une fois son couteau. Et enfin, dans cette petite pochette, quelques accessoires pour éviter qu'il se balade dans la sacoche. Donc, un câble de charge pour les différents appareils électroniques, du duct tape pour les multiples utilisations qu'il va avoir en dépannage, une petite pile de rechange pour ma lampe torche. Donc, un petit kit qui nous permet d'avoir sous la main au quotidien de quoi faire des petites réparations, de quoi pouvoir bricoler rapidement en cas de souci. Après m'être attardé sur le module outillage, parlons de mon portefeuille, également un incontournable en EDC. Il s'agit du RE01 de la marque allemande Reform. Alors j'aime énormément le look sobre, élégant, un design simple. Ici un premier emplacement pour les cartes à l'extérieur, fermeture sécurisée pareillement, donc simple et rapide. Dans cette version on va avoir un porte-monnaie, à savoir qu'ils ont un modèle 100, donc plus léger, donc qui fonctionne avec un système de charnière. Dessous un petit emplacement qui fait pas la taille d'une carte classique, dans lequel j'ai toujours photo d'identité de mes enfants, je vous avais expliqué pourquoi dans une vidéo précédente, et une carte SD avec son adaptateur, ainsi qu'un petit outil pour les smartphones. Et enfin, un second emplacement pour y ranger des cartes. Donc j'aime beaucoup ce porte-carte, il est très fonctionnel, particulièrement cette idée du porte-pièce, mais il va avoir un gros défaut, c'est son tarif, il est beaucoup trop cher pour ce que c'est à mon sens. J'ai pas l'impression que le prix est justifié, surtout que lors de l'achat, on reçoit un produit venant des États-Unis. En soi, ça me dérange pas du tout, surtout s'il est fabriqué là-bas, c'est même souvent une preuve de qualité, mais payer les frais d'envoi, en plus du prix de base, plus le dédouanement, ça augmente beaucoup trop le prix, même si on peut balancer ça un peu sur la qualité des matériaux, hein. On est sur une garantie à vie, ça faut le savoir. Il est dans une matière ultra résistante, apparemment 10 fois plus que du cuir, mais je suis mitigé quand même. J'aime beaucoup le design, c'est minimaliste, mais vraiment au niveau du tarif, on peut trouver moins cher et aussi classe avec les mêmes fonctionnalités. Ensuite, on va avoir quelques trousseaux de clés, rien de très intéressant, si ce n'est sur celui-ci où on retrouve un impact tool de chez Opus Knives. Si vous êtes habitué à mes vidéos EDC, vous le connaissez, il n'a plus lâché mes clés depuis toutes ces années, preuve que j'apprécie beaucoup. Également, une petite lampe en backup pour être intéressante en combinaison avec certains outils que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo qui va être un peu plus, dirons-nous, non conventionnel. Vous avez dû remarquer ce marqueur sur mon trousseau. Dans un premier temps, qui va permettre une combinaison avec la bague pour différents angles de percussion pour plus d'options de bagarre. Sachez également que ce feutre renferme un mini kit de crochetage qui va être intéressant en EDC si on a oublié, perdu ou qu'on s'est fait voler ses clés ou dans des situations plus hors normes, comme lors de restrictions de mouvement ou de déplacement, que ce soit criminel ou non. On va avoir donc en permanence sur soi de quoi venir à bout de différentes serrures en fonction de ses compétences. Bien sûr, ça nécessite quand même un peu de connaissances et d'entraînement en ouverture fine. Alors pour ceux qui se poseraient la question, je m'en suis déjà servi plusieurs fois pour dépanner une clé de boîte aux lettres perdue ou une clé de tiroir perdue, une chaîne qui nous barre la route alors qu'elle devrait pas. Donc pourquoi pas en EDC, je trouve ça intéressant. Si ça vous intéresse, je fais des ventes à peu près tous les 2 mois de kits avec des thèmes différents, mais toujours avec des outils de crochetage comme ceux que vous voyez. Ça se passe sur Instagram, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal. Et pour plus de détails sur ces kits, une vidéo est dispo sur ma chaîne YouTube. Toujours dans cette optique d'outils discrets et furtifs, un petit backup à ma lame principale, entre guillemets dissimulé ici derrière un patch. C'est le Secret Edge par Berserker Blades, une petite lame en titane discrète, facilement dissimulable et efficace quand on ne peut avoir que ça sous la main pour éviter de m'étaler dans cette
cette vidéo déjà assez longue. J'en parle plus en détail dans une vidéo précédente de la chaîne, assez instructive d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui aimeraient en apprendre un peu plus sur le titane et ses avantages. On passe à l'arrière de la sacoche où la marque a prévu de quoi insérer un antival U de base destiné aux cyclistes. Il faut savoir que 90% de ce que fait Chrome Industries est pensé pour les cyclistes. Perso, je m'en sers pas, mais pour le coup, ça peut être utile pour y passer son bras et se servir de la sacoche comme pseudo-bouclier pour de la défense. Un réflexe que l'on aura de toute façon avec un sac et qui peut, ma foi, faire la différence. Bien qu'ici, la sacoche sont un peu petites. En passant la main ici, on sent qu'il y a de la place et même si c'est pas prévu pour, on pourra imaginer y placer un spray défensif. Ça tient nickel. Ça aura l'avantage d'être facilement et rapidement à portée de main et dissimulé, du moins difficilement repérable en palpation. Perso, en ce moment, je n'en porte pas et l'emplacement n'est pas prévu pour, mais j'ai remarqué que ça matchait parfaitement. Donc, je vous partage ça en option self-défense pour ceux qui seraient intéressés par cette sacoche. De l'autre côté, on va voir une poche vraiment dissimulée pour le coup, sécurisée avec du velcro, dans lequel je range un autre système orienté escape et évasion, imaginé par Karl de chez Oscar Delta. Donc là, je l'ai légèrement modifié, vous allez le voir par la suite. Le principe est d'offrir un maximum de clés au sens propre et figuré pour se libérer d'un maximum d'entraves, cela dans un tube de 8 cm ou 3 inches, c'est d'ailleurs le nom de sa création, et on va voir ça en détail de plus près. Donc une petite cordelette en Kevlar pour tout ce qui est menottes dites souples, comme les serflex, le duct tape et autres cordes. Donc on est sur un outil d'évasion, c'est pour ça que je vous parle d'entrave, mais vous pouvez couper bien sûr autre chose avec. En tirant dessus, on va retrouver également une clé de menottes qui fonctionne sur pas mal de modèles de menottes, notamment les ASP et les Smith & Wesson. L'objectif ici, c'est pas de se soustraire aux autorités, mais à des étreintes illégales. On parle bien sûr de situations de survie ou de situations hors normes. Ensuite, dans ce kit, une petite scie diamant qui pourra venir à bout de portions de ferraille telles que des barbelés, du grillage ou des câbles. Ici, une épingle à cheveux qui va avoir plusieurs utilisations, notamment s'en servir comme pince pour les menottes clé Rousseau ou clé Juzo et ainsi réussir à choper la cale dans l'entaille. Elle peut être utilisée pour abaisser le cliquet des menottes sans clé, donc ça va être multifonction. À l'intérieur, on va avoir un shim, ou on peut appeler ça un bypass, qui permet également l'ouverture de menottes à condition qu'un second système de verrouillage ne soit pas activé. Ça arrive souvent par oubli du géolier. Alors soyez au courant, je prépare une vidéo sur les menottes et comment s'en défaire. Ça va prendre quelques temps, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant, parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Alors pour le détail, il faut savoir qu'à la base, le kit est fourni avec des clés pour les menottes de type Anhua, plus utilisées en Asie. Perso, je les ai enlevées car en plus du fait que je ne risque pas de croiser ces menottes, je trouve l'utilisation du kit plus simple sans. Enfin, sachez que de base, le kit est livré avec une cache qui est utile pour venir fixer tout ça à un bouton, notamment à la ceinture pour une meilleure dissimulation. On est bien d'accord, la seule chance d'avoir ces outils sous la main le moment venu, c'est de les dissimuler sur soi de la meilleure des façons, tout en les gardant accessibles lors de restrictions de mouvement. On est également d'accord pour dire que on n'aura sûrement jamais besoin de tout ça, particulièrement dans nos vies de citadins tranquilles, d'où l'aspect purement non conventionnel dans un EDC, mais une situation hors norme, telle que retrouver par exemple des personnes prisonnières contre leur gré peut arriver, et ce kit pourra faciliter votre action de bon samaritain au même titre que vos compétences et matos médics ou vos capacités de self-défense et de gestion des conflits. On en a fini avec cet EDC QV 2023. Petite précision avant de vous laisser, il faut savoir que quasiment tous ces objets, je les utilise au quotidien depuis plus d'1 an. Donc c'est pas des choses que je reçois et que je vous présente tout de suite. J'essaie toujours de vous en parler avec un minimum de recul et je suis d'ailleurs en train déjà de tester et d'utiliser que je vous présenterai pour la prochaine vidéo EDC. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, vous abonner à la chaîne, mettez des commentaires sur les vidéos s'il vous plaît, ça aide énormément au référencement. Merci à tous de suivre cette chaîne. À plus, ciao.